Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films du mois de novembre, partie 2. Techniquement, il y aura 2 films de novembre et un film dont on va parler tout de suite, qui sort demain, puisqu'on va parler de Wicked de John M. Chu. Tell them how I'm defying gravity. You have no real power. That's why I need you. Bring her to me. This is so much bigger than us. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Alors comme j'ai pas du tout aimé les synopsis que j'ai trouvé sur internet, je vais tout simplement vous faire un résumé moi-même. Voilà, c'est donc un préquel du Magicien d'Oz. C'est un film qui raconte comment on en est arrivé à la situation du Magicien d'Oz avec Glinda qui est donc la bonne fée du Nord et avec Elphaba, qui est la méchante sorcière de l'Ouest. C'est donc adapté de Wicked, qui est un Broadway du même nom, et donc oui, c'est une comédie musicale. Aux grandes dames de certaines personnes, hein. On a vu des personnes sur Twitter faire mais comment ça, c'est une comédie musicale? Mais comment ça, un film adapté de Broadway est une comédie musicale? Mais je suis choqué. Bref, non, blague à part, c'est bien évidemment une comédie musicale, c'est bien évidemment un Broadway avant tout. Voilà, un Broadway qui a été lancé il y a à peu près 20 ans et qui s'est pas mal joué, et qui a été très très populaire avec des chansons qu'on retrouve dans le film comme Defying Gravity avec Popular. C'est des chansons qui sont devenues quand même assez cultes dans le monde de Broadway et qu'on retrouve dans ce film-là, puisque c'est des chansons qui se trouvent dans la première partie, et Wicked, ce film-là de John M. Chu, adapte l'acte 1, et il y aura bien évidemment la partie 2 après, qui sort dans un an. C'est long. Bref, c'est très très long, un an, tout simplement parce que, à titre personnel, j'avais un petit peu peur de Wicked. Moi, vous le savez si vous écoutez ce podcast, je suis quand même un immense fan de comédie musicale, je suis un immense fan de Broadway. Tout a commencé avec Lin-Manuel Miranda, et j'en parle beaucoup de Lin-Manuel Miranda. Effectivement, voilà, bon là j'ai été voir notamment un certain film dont je ne parlerai pas dans cet épisode, j'en parle en bref maintenant, qui s'appelle Vaiana 2, mais qui est de mon point de vue, d'une mauvaise qualité telle que je n'ai pas envie d'en parler. Mais la personne qui a fait les musiques de Vaiana 1, c'était Lin-Manuel Miranda. Et c'était formidable. Voilà. Là, pour le coup, il n'a pas fait les musiques de Vaiana 2, et c'est pas bien. Je ne dis pas qu'il y a un lien de causalité, je dis juste que c'est un constat. Voilà, bref. Non, blague à part, enfin, Lin-Manuel Miranda à part, c'est complètement, en tout cas, ce mec, personnellement, qui m'a fait plonger dans Broadway, qui m'a fait découvrir un petit peu cet univers quand j'ai découvert Hamilton. Et donc, forcément, j'avais peur parce que je suis très attaché à Broadway, je suis très attaché aux comédies musicales. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé Wicked. Enfin, je sais que c'est pas un film que je qualifierais. Enfin, quand on ira dans les films les plus qualitatifs de l'année, je vais pas vous dire Wicked parce que j'ai conscience que il y a plein de moments où c'est pas incroyable, objectivement. Il y a plein de moments où bon, voilà quoi, il y a des défauts, ils sont quand même très apparents. C'est un film qui a pas mal de longueur, mine de rien. C'est un film qui a quand même pas mal de longueur. C'est un film qui peine à travailler son image. Je veux dire, quand on veut qu'il y ait autant de couleurs dans un film et qu'on ne travaille pas assez ces couleurs, c'est problématique. Voilà, c'est un film qui a des défauts, c'est un film qui, en tout cas, d'un point de vue Broadway, puisque, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, aussi, enfin, pas que, mais surtout, particulièrement, réussit bien, je trouve, ses chansons et ses adaptations de chansons. Moi, voilà, tous les moments chantés, dansés, j'ai beaucoup aimé, et j'étais dedans, et c'est vrai que c'est quand le film commence à moins chanter, effectivement, ça, voilà, je trouve qu'il y a des longueurs, puis il y a des éléments d'intrigue qui sont intéressants, mais qui sont pas assez exploités. Je pense à tout le truc avec les animaux, avec le professeur, je n'ai plus son nom, c'est terrible, qui est interprété par Peter Dinklage. Je précise que j'ai vu le film en VO, bien évidemment, avec le Dr. Diamond. Voilà, alors je dis bien évidemment, sans mépris pour la VF, mais juste sur un Broadway, c'est pas possible, surtout que la VF, ils ont traduit les chansons. Déjà que je trouve ça très absurde d'aller voir un Broadway en VF où il y a les chansons en anglais, mais au moins il y a les chansons originales, parce qu'un Broadway, c'est pas fait pour être traduit, c'est pas comme un Disney où c'est fait pour être un petit peu passe-partout, et encore, moi je trouve que c'est pas ouf. Là, effectivement, pour moi, aller voir ce film en VF, c'est vraiment criminel, donc n'allez pas voir ce film en VF, par pitié. Et voilà, et en fait, il y a quelque chose qui est tout bête, mais
La première partie, je trouve que c'est la meilleure du film parce que on est dans un espèce de Mean Girls à l'université Cheese, genre au Pays d'Oz, quoi. Enfin, je trouve ce truc génial, cette espèce de Mean Girls avec ce duo, mais qui marche du tonnerre. Le duo Cynthia Erivo, Ariana Grande. Honnêtement, j'étais un petit peu sceptique au départ. Mais ça marche, ça fonctionne très bien. Et Ariana Grande, mais elle est horrible, elle est vraiment détestable. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mes voisins pendant la séance. Mais j'ai dit, mais je la déteste. Mais elle joue très très bien et elle est très très drôle. Il y a des moments très très drôles. Et Cynthia Erivo aussi, enfin, joue bien. Après, je trouve que son rôle est moins comique parce que c'est vrai que Glinda, bon, se moque un petit peu plus d'elle, j'ai l'impression. Mais voilà, en tout cas, enfin, elle est plus tournée en dérision que Elphaba, que j'ai dû appeler Alphabeta tout à l'heure parce que j'ai vraiment du mal avec le nom de ce personnage. Excusez-moi, bref. Mais oui, effectivement, qui est montré comme un personnage déjà très talentueux, qui a un don, qui a une remarquable intelligence, hein, qui est pas du tout superficielle, enfin, qui est totalement opposé en vrai à Glinda. Et ouais, j'étais un petit peu sceptique quant à la performance d'Ariana Grande. Et en fait, c'est très réussi. Et je vais vous le dire très honnêtement, je ne dis pas que ce sera mérité, parce que je pense qu'il y a des performances qui tendrait à être un petit peu au-dessus, mais je pense qu'elle aura un Golden Globe, Ariana Grande, parce que c'est typiquement le genre de performance qu'on voit récompensé au Golden Globe. Voilà, donc moi je pense que bientôt Ariana Grande aura un Golden Globe. Voilà, pour la meilleure actrice, bon, ce sera second rôle, je pense, mais voilà, je pense qu'elle l'aura. Et en fait, cette partie-là, elle est peut-être, il y a moins d'enjeux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un petit truc sous-jacent, un petit propos politique sous-jacent, mais il reste sous-jacent, c'est quand même le principal enjeu, tant qu'elles sont à l'université, mais ça marche, ça fonctionne bien. Et effectivement, je trouve que quand le film essaye de nous faire basculer vers justement ces enjeux politiques, c'est là que il y a des petites longueurs, c'est là qu'il a un petit peu du mal à nous embarquer, tandis que sur tout ce qui est aspect Mean Girls, comme je disais, franchement cette partie elle est super. Ça finit par y aller, et puis après avec cette fin, je ne sais pas quoi en penser. Enfin voilà, moi, sur Defying Gravity, franchement je ne sais pas quoi en penser. C'est cette mise en scène qui m'a autant impressionné que je l'ai trouvé ridicule. Mais bref, en fait, voilà, c'est un film, je trouve, qui n'a pas peur, qui est quand même généreux, qui reste dans une logique de film de studio, qui reste quand même assez cadré, mais qui, dans cette logique-là, je trouve, va pousser quand même un petit peu les curseurs. Et ouais, la fin, notamment, c'est... Bon, après, je pense que le film est premier degré hein, dans cette fin, mais c'est vrai que le moment où elle s'envole, j'hésitais entre waouh et le moment où j'avais envie de hurler de rire. Enfin, c'est un mix des deux, mais en fait, je sais pas, c'est toute cette vibe Wicked, c'est toute cette vibe-là, et j'ai énormément aimé le film, pardon. Et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans ce film-là, c'est déjà ce duo, comme je vous l'ai dit, parce que le duo d'actrices marche très très bien, puis même elles disent qu'elles sont devenues très amies sur le tournage, et ça se sent. Et justement, c'est quelque chose qui, mine de rien, je pense que les gens vont y penser, mais c'est pas l'aspect qui va plus retenir l'attention à mon avis, mais c'est quand même un très bel exemple de sororité. Enfin, je veux dire, ça en manque cruellement. Il y a plein de moments où, effectivement, c'est pas en termes de sororité, on n'a pas des films qui déjà pas que des films qui en montrent, hein. C'est vrai que voilà, il y a des exemples en tête bien évidemment, mais ça en manque quand même des films qui montrent ça, et je trouve que ça le fait admirablement bien, même si au début elle se fout sur la gueule clairement. C'est quand même voilà, cette amitié qui a sa propre complexité, sa propre dynamique, et je trouve que c'est très très bien fait. Donc là-dessus, ouais, très bonne. Enfin, moi j'ai été convaincu en tout cas par cette représentation. Et après, il y a ce propos sous-jacent sur le fascisme, limite sur le nazisme, hein, parce que bon, il y a vraiment tout ce qui est autour des animaux. En fait, quand tout va mal, enfin, vraiment un dialogue du magicien d'Oz qui dit mais moi d'où je viens, quand tout va mal, on désigne un ennemi commun et puis après ça va mieux. Ah bah oui, d'accord. Ok, bref, bon, la comparaison est pas hyper subtile, et c'est justement là où je veux en venir. C'est vrai que c'est pas un film qui est très subtil. Maintenant, je me dis que enfin même sur tout ce qui est il y a deux choses, hein. Il y a par rapport aux animaux, donc ça effectivement c'est tout ce qui est désignation d'un ennemi commun et tout, oppression, etc., pour comment dire, rassembler autour de la détestation d'une personne ou d'un type de personne, en l'occurrence les animaux, parce que oui, je l'ai pas dit, mais les animaux parlent dans cet univers et enseignent, etc., ont des métiers et tout, et donc oui, il y a tout cet aspect là, et en parallèle il y a aussi l'aspect autour de
Elfie, je vais l'appeler Elfie comme ça je me trompe pas sur son prénom, sur celle qui deviendra entre guillemets la méchante sorcière de l'Ouest, qui donc du coup est traitée différemment parce que elle est verte, parce qu'elle est pas comme les autres, etc. Et en termes de discrimination, c'est quelque chose qui est plutôt bien amené, je trouve. Et c'est un film qui va amener quand même pas mal de représentations. Il y a la sœur de Elfie qui est handicapée, qui est non-valide, et je trouve que c'est des représentations qui sont amenées de manière assez naturelle et qui sont pas forcées. Et je trouve qu'en termes de représentation, c'est assez bien amené dans cette diversité-là. Et voilà, sur le coup, je trouve que c'est très 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 positif là-dessus. Et voilà, et puis donc ce que je disais, c'est pas un film qui est très subtil dans son commentaire sur le fascisme, dans son commentaire sur la discrimination, mais en fait c'est des choses où j'ai beaucoup tendance à réfléchir aussi. J'ai eu le même avis quand Barbie était sortie, parce que Barbie en termes de féminisme, bon c'est un petit peu, voilà, beaucoup de gens ont dit c'est le féminisme pour les nuls entre guillemets, et effectivement c'est pas très poussé, mais en fait je me dis que il en faut quand même des films comme ça, des films qui sont un petit peu basiques sur ces points-là, mais parce que en fait nous on voit ça, en tout cas à titre personnel je vois ça, et les gens de mon entourage, parce que c'est vrai que je suis entouré plutôt de gens comme ça, voyons ça avec notre vision à nous, qui est une vision assez avancée, assez militante, assez voilà, engagée, et en fait il faut se dire que c'est pas le cas pour tout le monde, et que Barbie par exemple, il y a des gens pour qui ça a été sûrement une porte d'entrée au féminisme, et donc effectivement il faut des films comme ça qui soient accessibles, qui parlent de thèmes. Si on veut faire en sorte que ces sujets-là, que ce soit le féminisme, que ce soit les luttes antiracistes, etc., la lutte contre les discriminations, si on veut que ce soit des sujets qui se généralisent, il faut rendre ça accessible aussi. Et voilà, je me dis que en ça, je veux dire, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait des films comme ça, même s'ils sont pas subtils, et que en tant que personne déjà engagée là-dedans, on se dise bon, ils auraient pu faire plus subtil. C'est une pensée que j'ai, je sais pas ce qu'elle vaut, je me dis que ça peut être quelque chose de pas mal. J'essaye de rester ouvert aussi là-dessus, mais effectivement ouais, c'est quelque chose qui marche pas mal, je trouve. Et il y a un truc tout bête, et c'est le cas de Wicked, c'était le cas de Barbie à sa sortie, mais c'est des films qui se veulent familiaux, c'est des films où on peut emmener ses enfants très clairement, et en fait c'est tout bête, mais si on peut déjà même avec ce manque de subtilité sensibiliser les enfants sur ces questions-là à travers ces films-là, c'est quelque chose qui est top. Et donc pour le coup c'est pour ça que moi, même si effectivement comme Barbie c'est pas très subtil dans sa représentation et dans son commentaire, ça reste quand même un film qui montre les choses, et je pense que c'est bien, compte tenu de son public, parce que oui il faut changer les choses, mais pour changer les choses il faut que ça devienne général et qu'on embarque plus de monde. Et puis la question des générations qui arrivent après, elle est quand même cruciale, parce que plus on va éduquer ces générations, plus ce sera simple de changer les choses pour le meilleur. Donc voilà, je trouve que c'est quand même des choses qui sont bien à montrer, voilà, de comment on peut basculer dans le fascisme, comment des gens peuvent se faire discriminer à cause des différences. Et je pense que c'est une représentation qui va faire beaucoup de bien à pas mal de personnes, et puis même à des enfants qui peuvent y aller, voilà. Et puis le fait de... ça je trouve ça débile, il y a quand même des gens qui critiquent le fait que ce soit une actrice noire alors que littéralement elle a la peau verte, bref, dans tous les cas c'est débile de critiquer le fait de prendre une actrice noire, mais encore plus dans celui-là. Après voilà, bon bref, si les racistes étaient intelligents ça se saurait, mais donc ouais, non, je pense que c'est d'autant plus intelligent d'avoir pris une actrice qui en fait vit aussi cette discrimination, et qui se retrouve du coup concernée par ce que vit son personnage, voilà, franchement ce que Elfie vit. Après je ne connais pas Cynthia Erivo personnellement, mais je pense que elle a dû le vivre aussi, et donc pour le coup voilà, je trouve que c'est un choix de casting très intelligent, d'autant plus qu'il fonctionne parfaitement. Et voilà, donc à titre personnel, pour le coup, c'est un grand oui, ce week-end. C'est peut-être pas en termes de qualité pure et de qualité cinématographique, voilà, je mets des grosses guillemets là-dessus. C'est peut-être pas, voilà, d'un point de vue un petit peu cynique, pour ne pas dire pédant, le film de l'année, mais en tout cas, c'est un film dans lequel j'ai pris énormément de plaisir et que je retournerai voir, parce que voilà, j'aime beaucoup les comédies musicales et que je trouve que celle-là est très réussie. Et je conclurai en disant que ça fait
2 années maintenant qu'on a des films qui sont un petit peu vibe Disney. Voilà, pour le coup, quand je dis vibe Disney, c'est des films live action pour le coup, qui sont musicaux et qui se veulent vraiment grand public, à rassembler toute la famille, etc. Et ça fait 2 années qu'on a des films qui ne sont pas faits par Disney, mais qui pour autant sont top sur ce sujet. On avait Wonka qui était fait l'an dernier, qui était aussi très réussi. Et là, c'est Wicked. Et j'ai l'impression que Disney est en train de se faire dépasser sur tous les points, même si Vaiana 2, outre sa piètre qualité, est en train de battre tous les records au box-office, qui ne veut rien dire sur la qualité du film. En tout cas, d'un point de vue cinéma, je trouve que c'est clairement des films comme ça qu'on attend de Disney et que Disney ne sort plus. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'assez, j'ai envie de dire familial, grand public, mais pour autant où il y a vraiment des choses très très cool et un film qui se regarde avec plaisir, n'hésitez pas à voir Wicked et j'ai très 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 hâte de cette partie 2, je l'attends avec impatience et je remercie du coup dès maintenant les attachés de presse d'Universal pour avoir permis de découvrir ce film en projection presse. Allez, on va maintenant passer à un autre film musical. Alors bon, ça aurait pu être le thème de cet épisode, mais vous verrez que le film d'après est pas très musical. Bref, on en reparlera après. Mais on va tout de suite parler du film Les Reines du drame de Alexis Langlois. C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Pis, tu me fais pas un drame, là. C'est vraiment prête à tout pour être famous. Tu vas vivre ta vie de diva, et moi je vais rester dans ce squat pourri. Tu m'oublies, tu m'oppresses, tu mets tout. C'est mon cœur, il est à toi, pour toujours. 2055, Stevie Shady, youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mima d'Amour. Du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d'amour avec l'icône punk Billy Collar. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. Alors, pour être très honnête avec vous, j'hésitais à en parler de ce film parce que je l'attendais énormément. Il y avait eu tous les retours sur le festival de Cannes et sur même après tous les avant-premières et les festivals qu'a fait le film. Et c'est un film qu'on pouvait qu'attendre, je trouve, tant il avait fait bien parler de lui. J'hésitais à en parler parce que c'est un film qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, dans le sens où c'est un film qui va montrer, qui va dépeindre une relation toxique. Et à titre personnel, j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est relation toxique dans l'art en général, hein, c'est pas que au cinéma, mais vous verrez, puis si vous écoutez le podcast, vous le savez très bien, que en termes général, j'ai beaucoup de mal en fait avec ça et je vous avais déjà parlé de films comme par exemple L'amour ouf où j'étais totalement contre ça. Je vous avais déjà parlé de films comme Chien de la casse qui avait été assez dithyrambique de la part de tout le monde et où moi j'étais très 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 sceptique sur les relations dans le film. C'est quelque chose qui moi me cristallise en fait quand je vois voilà et ce genre de relation et je n'arrive quasiment pas à me concentrer sur le reste, donc j'ai un petit peu gambergé avec le recul et voilà, mais je pense que c'est un film où c'est intéressant d'ouvrir des débats. Je vais m'expliquer. Comme je vous l'ai dit, c'est donc un film qui montre une relation que moi en tout cas je qualifierais toxique, je pense qu'on peut objectivement la qualifier de toxique, entre Mimi et Billy du coup, et c'est quelque chose qui m'a assez perturbé. Parce que en fait c'est un film qui crie, et j'ai adoré cet aspect, c'est un film qui crie à bas le patriarcat, c'est un film qui vraiment pousse un côté queer comme je trouve on en a rarement vu dans des films au cinéma, et ça c'est des choses qui sont extrêmement bien, extrêmement positives, et personnellement c'est un aspect que j'ai tout de suite aimé dans le film, mais j'ai été perturbé du coup par ce contraste entre l'aspect queer et très engagé, poussé du film, et le fait qu'on ait une relation qui soit vraiment marquée par les codes du patriarcat et qui fonctionne quand même, par les codes du patriarcat. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que c'est une relation, et Alexis Langlois le dit, où les personnages s'aiment mal. Et effectivement, c'est le cas. Les personnages s'aiment très mal dans ce film. Mais pour autant,
temps, il y a quand même un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression que il y a le problème en fait, bon, déjà que les personnages s'aiment mal, c'est un truc qui m'a mis extrêmement mal aussi moi. Mais il y a un autre truc derrière moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est que quand même on est sur un film qui est un mélodrame et j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement tourné en dérision. Après, c'est peut-être des codes qui me manquent et voilà. Mais en tout cas, j'ai pas ressenti ça ouvertement comme tourné en dérision. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui veut vraiment parler d'un amour extrêmement fort, d'un amour très très passionnel, j'ai du mal, enfin pour ne pas dire, et je vais le dire, je n'arrive plus avec ces représentations amoureuses. C'est tout ce qui avait été développé par Roland Barthes, ce qu'il appelait le mythe de l'amour romantique, cet amour qui tombe comme ça et qui en fait transcende un petit peu tout, et qui se veut plus fort que le reste et qui finirait par triompher au-delà de tout. Et j'ai eu l'impression que le film s'inscrivait un petit peu parfois dans cette démarche du mythe de l'amour romantique. Et moi, c'est pour ça qu'il m'a mis mal à l'aise par moments. C'est pour ça qu'il m'a gêné. Après, ça peut être une démarche vraiment de se dire je vais mettre en scène quelque chose comme ça justement parce que je veux le dénoncer et je vais mettre mon spectateur ou ma spectatrice mal à l'aise. Ça peut être quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que sur le moment je l'ai pas ouvertement senti et que j'étais perdu en fait. Enfin, c'est juste je trouve un film qui va pousser quand même très très loin la toxicité de la relation, et va pousser très très loin le fait que les personnages s'aiment mal, et très vite je me suis retrouvé enfermé là-dedans et je me suis retrouvé en train d'être pas très bien dans mon siège, et j'avoue que c'était compliqué de sortir de là. Donc voilà, c'est un aspect moi qui m'a marqué. Après, tout est une question de démarche, même si ça se sent pas dans le film. J'ai pas l'impression, et je ne pense pas que le but soit de glorifier ce genre de relation très clairement, mais je ne sens pas de dénonciation très claire là-dessus, si ce n'est effectivement que, et ça je trouve ça très bien, c'est que tous les personnages et tout le monde en général queer est filmé d'une manière tout à fait normale et vraiment normalisée, et c'est ce qui, je trouve, est considéré comme normal dans notre monde actuel, qui est filmé comme un petit peu soit fantasmé, soit comment dire, déformé, c'est toutes ces choses là, et je trouve que ça c'est assez bien fait dans le film, mais je suis toujours perplexe en tout cas moi, sur cette relation, et voilà, c'est pour ça que je pose question. C'est vrai que j'aurais bien aimé, c'est vrai que je me dis en sortant de la salle, j'aurais bien aimé faire des séances avec équipe, pour pouvoir écouter un petit peu ce que l'équipe avait à dire, ce que Alexis Langlois avait à dire aussi. Enfin voilà, donc c'est un peu un de mes regrets de ne pas avoir fait des séances avec équipe, et de pouvoir interroger moi-même sur ça, parce que c'est quelque chose qui m'a assez perturbé. Maintenant voilà, je vais arrêter de parler que de la relation, parce que c'est un film qui apporte beaucoup d'autres choses. Comme je dis, c'est un film qui est très top en termes de représentation. C'est vraiment un film où concrètement chaque personnage peut être ce qu'elle veut, et c'est top. Enfin voilà, c'est juste vraiment une caméra qui ne juge pas ces personnages. Après ça dépend lesquels bien évidemment, mais voilà, un film qui normalise autant en fait tout le fait qu'il y ait plein de personnages queer, qu'il n'y ait quasiment que des personnages queer par moment à l'écran. C'est quelque chose, c'est bête, mais en fait, entre guillemets c'est bête, mais ça fait vraiment du bien à voir, et il n'y a pas assez de films comme ça, et effectivement. Moi, c'est un des aspects où aussi j'aimerais interroger Alexis Langlois, c'est comment on finance un film comme ça, parce que je pense que ça doit être quand même plutôt compliqué, même si Yael avait fait des courts-métrages qui avaient été remarqués. Je pense que pour financer ça, et puis après en plus il y a tout l'aspect du choix de l'équipe, parce que du coup il faut un tournage qui soit vraiment safe quoi. Donc je pense que la production de ce film a dû être aussi compliquée que passionnante, je pense. Voilà, et donc ouais, ça m'intéresserait aussi énormément d'avoir sur cet aspect là. Et il y a un aspect, j'ai dit que j'arrêtais de parler de la relation, j'y reviens juste 2 secondes pour enchaîner sur autre chose. Un aspect de cette relation, c'est que elles ne viennent pas du même milieu social, et que en fait concrètement Mimi, après parce qu'elle fait l'équivalent de la nouvelle star, elle gagne, et donc du coup elle fait carrière ensuite, et donc il y a cette chose là. Et puis de l'autre côté, Billy, elle, comme je vous l'ai lu dans le synopsis, et dans le milieu du punk, et donc du coup il y en a une qui est assez mainstream et l'autre qui du coup est pas forcément reconnue, et en fait il y a un truc qui
vient naturellement, et je trouve que ça c'est très bien amené. C'est pour ça que je débunk un petit peu là-dessus pour ce qui est de l'amour romantique. C'est qu'en fait c'est juste, et c'est très intelligent de le faire, pour parler de culture légitime et de culture illégitime. Et effectivement, il y a cet aspect mainstream avec Mimi, où voilà, on est dans justement cet aspect très légitime, et puis l'aspect illégitime avec le punk. Et ça, je trouve qu'il y a pas beaucoup de films qui réussissent à parler de ça sans vraiment forcer l'aspect. Et là, je trouve que c'était très bien incorporé dans l'histoire. Et donc, ça m'a pas du tout gêné, pas du tout surpris. Et je trouve un truc qui est aussi très très bien fait à travers ça, pour moi, ça rejoint tout cet aspect légitime, illégitime. Mais le fait de l'avoir placé dans l'industrie musicale, notamment, enfin, le fait que ce soit très médiatisé, etc., qu'il y ait ces histoires de popularité, c'est vraiment aussi un moyen de parler de tout ce qui est de la pression patriarcale, de tout ce qui est injonction à l'hétéronormativité. Je pense que ça se dit. Voilà, bref, vous m'avez compris en tout cas. Mais donc ouais, c'est un film qui l'aborde très très bien. On le voit très bien à travers le personnage de Mimi, qui est, je pense, un peu moins déconstruite que le personnage de Billy, qui pour le coup, à mon sens, l'est, en tout cas d'un point de vue de ces normes-là, peut-être pas d'un point de vue du coup de la relation, voilà, et bref, de ce dont je vous ai parlé. Et je pense que, et donc du coup, c'est aussi une autre manière de parler de ça. Et même moi, en vous en parlant, je me rends compte que il y a beaucoup de choses dans ce film, et que c'est très très bien amené, puisque c'est vraiment pas littéralement incorporé à l'histoire. Mais effectivement, bon, la différence de déconstruction entre les deux peut s'expliquer par le fait qu'elles viennent pas du tout du même milieu social, et qu'il y a un des deux milieux sociaux qui a plus tendance à déconstruire et à tolérer que l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que en fait je suis assez dubitatif du coup sur cette relation, parce que c'est particulier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous ces petits éléments qui sont super, qui sont incorporés, et du coup dont le film va parler, et qui fait que c'est un propos dans lequel je me suis quand même retrouvé. Mais en même temps, moi, il y a ce truc, cette espèce de voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça essaye quand même de vouloir montrer, mais de dire que, en fait, voilà, moi mon problème c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui essaye de dire, mais en fait concrètement c'est des personnages qui sont faits pour être ensemble, qui sont faits pour s'aimer de manière vraiment passionnelle et voilà, éternelle, etc. Enfin peut-être pas éternelle, mais bref, voilà, ils sont faits pour être ensemble, et ils sont destinés pour être ensemble. Mais en fait c'est tragique, elles ne peuvent pas s'aimer parce qu'il y a tous ces codes patriarcaux qui fait qu'elles s'aiment mal, et que donc du coup elles se détruisent. Alors je trouve ça extrêmement intéressant et même nécessaire de montrer à quel point le patriarcat peut détruire des relations et peut faire du mal. Mais moi, c'est du coup l'autre aspect qui me semble pour le coup assumé, qui me gêne un petit peu, c'est cet aspect vraiment amour ultra passionnel, amour, bref, entre guillemets éternel, machin et tout. Voilà, moi, c'est cet aspect-là qui me pose un peu plus problème. Donc je trouve que c'est un film qui montre des choses intéressantes. Après, c'est vrai que moi, par rapport à ma sensibilité sur le sujet, voilà, il y a quand même ce petit aspect-là qui m'a dérangé, mais pour autant, tout ce que je vous ai dit, ça montre qu'il y a une vraie qualité d'écriture, et dans tous les cas, c'est quand même un film très important, et c'est un super film, et je vous encourage fortement à aller le voir et vous faire votre propre avis. Voilà, et puis j'ai trop aimé la BO, franchement, j'ai beaucoup aimé la BO, j'écoute beaucoup Patouche depuis que j'ai vu le film, j'adore, bref, ce son un peu pop et tout, années 2000, bref, j'aime beaucoup, voilà, bref. Mais en plus c'est quelque chose qui est quand même c'est particulier, quoi. Je veux dire, ça c'était populaire, c'est vrai, dans les années 2000, il y a eu tout le truc, enfin voilà, bon, il y a clairement une inspiration Britney Spears pour Mimi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce genre de musique, elles sont un petit peu considérées comme ringardes, et comme quoi, enfin, ça montre que même ce qui est populaire en fait devient, populaire, ce qui est légitime devient illégitime avec le temps. Enfin voilà, il y a quand même aussi cette trace sur le passage du temps où elle finit totalement par disparaître, et donc oui, il y a ce truc voilà, où ça parle aussi du succès qui est éphémère, etc. Donc il y a énormément de choses, et en fait c'est pour ça j'essaie de parler du film du mieux que j'ai pu, mais comme je vous l'ai dit au début, c'était compliqué parce que du coup je suis resté très bloqué dans ce truc là
de la relation. Voilà, mais en tout cas, j'ai commencé à développer des pistes. J'espère que voilà, ça suffit. Maintenant, voilà, c'est un film que j'ai apprécié quand même dans sa globalité et j'en tire pas. Je trouve que c'est long, je trouve que ça pourrait être mieux construit, très clairement. Je trouve que c'est très fouillis et que, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle plus communément les défauts d'un premier film. Voilà, je trouve qu'effectivement, c'est assez fouillis par moments et donc, oui, je pense qu'il y a vraiment des moments où Yel a voulu vraiment tout mettre dedans et donc, enfin voilà, c'est ce premier film, c'est vraiment toute cette énergie-là, mais c'est dans la vibe du film après. Mais je trouve que voilà, ça aurait pu être raccourci, mieux construit par moments, etc. C'est vrai qu'il y a des petites longueurs. Voilà, mais je trouve intéressant, en tout cas, c'est vrai que j'avais tendance à dire dans mon cinéma, dans mon n'importe quoi, dans le podcast, que le cinéma, pardon, du coup, de Bertrand Mandico était un petit peu, enfin, c'était un alien Mandico, qu'on n'en faisait pas deux comme lui. Là, je trouve qu'il y a un aspect. Je trouve que c'est pas du cinéma, c'est pas du Bertrand Mandico, hein, mais je trouve que ça s'en rapproche quand même dans la manière de filmer, dans la manière de montrer des personnages queer. Enfin, il n'y a pas de propos dans mes souvenirs, il n'y a pas de propos direct sur le genre comme on peut, enfin, par exemple, je veux dire, comme dans Les Garçons Sauvages, où là pour le coup il y a littéralement quelque chose sur le genre, où tous les personnages censés donc, enfin, même le film parle du genre, et puis les garçons sont joués que par des femmes, donc c'est en ça que je dis que le genre n'est pas le sujet du film, mais en tout cas il y avait surtout certaines, enfin même la manière dont les personnages, dont les actrices jouent du coup, la manière, enfin je crois qu'il y a de la post-synchrone aussi au niveau du son, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas moi ça avait l'air d'être de la post-synchrone. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait même dans la manière de filmer, j'ai trouvé qu'il y avait un style assez Mandico, sauf l'esthétique pour le coup que je trouve pas du tout Mandico. Je trouve qu'elle est très propre à Alexis Langlois et ça c'est très positif. Mais en tout cas ouais, c'est des cinéastes du coup qui commencent vraiment à instaurer ce cinéma là et moi j'en suis très friand. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça n'est que le début et que ça ne fera que s'installer. Et donc voilà, comme j'ai dit, je pense que c'est quand même important d'aller voir Les Reines du Drame et de se faire son avis sur ce film. Et puis en tous les cas, c'est un film, voilà, comme on a envie d'en voir, je trouve. En tout cas, moi, de mon point de vue, comme on a envie d'en voir en ce moment. Et rien que pour ça, je vous encourage à voir le film. Allez, on va maintenant passer au dernier film de cet épisode, un film qui a fait du bruit, mais en positif, voilà, pour m'étonner, très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit quand même apprécié. On va parler de Hérétique de Scott Beck et Brian Woods. If you aren't ready to leave, you'll have to exit through the back of my house. So, which door? It's a simple choice, but it should not be made simply. Belief or disbelief. What happens if we choose the wrong door? Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Mr. Reed qui les accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie. Alors je trouve que c'est pas du tout un bon synopsis du film. Pour le coup, je ne trouve pas que ce soit que sur l'ingéniosité et l'intelligence. Je trouve que c'est un film qui va développer des sujets qui sont beaucoup plus intéressants que ça, voilà, notamment en termes d'enjeux. Du coup, bien évidemment, c'est un film qui parle de religion et c'est un film où on a un Hugh Grant qu'on n'attend pas forcément, en tout cas dans un film d'horreur. Même quelqu'un qui n'aurait pas vu d'autres films de Hugh Grant et qui juste aurait vu Wonka aurait fait oh, waouh, il fait quoi le Oompa Loompa ici, quoi. Enfin, par exemple. Mais après, bien évidemment, Hugh Grant, il y a tellement plus, je veux dire, c'est littéralement un des acteurs où si vous allez sur sa page Wikipédia, dans film notable, il vous fait voir filmographie. Enfin bref, c'est quand même un acteur qui relativement connu pour globalement ses comédies romantiques, hein, très clairement. Donc c'est un contre-emploi qui est intéressant, hein. Voilà, on parle quand même du mec de Coup de foudre à Notting Hill, du mec de Love Actually, du mec de Bridget Jones. Donc bon, c'est quand même de le mettre dans un film d'horreur, c'est quand même assez particulier et je trouve très intéressant le fait qu'il apporte cette vibe là dans le film, cette vibe très Hugh Grant, je trouve, quand il ouvre la porte. Moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment qu'il joue quelqu'un d'assez flippant et qu'il cherche à faire peur, mais je trouve que c'est pas du tout le cas et que justement on essaye, et c'est pour ça que c'est un contre-emploi, mais en même temps il y a pas tellement quand même, voilà. On essaye de jouer sur ce truc là, sur ce type de rôle et ce talent qui lui est propre, voilà, pour
créer déjà un espèce de malaise très clairement et voilà quoi, il y a ce truc qui est très intéressant et dans un second temps c'est vrai on va rejoindre beaucoup plus un contre-emploi où il va y avoir cet aspect je dirais cet aspect moins Hugh Grant entre guillemets et donc voilà. Ensuite c'est un film que bon c'est un film d'horreur factuellement, personnellement bon c'est pas un film que je qualifierais d'horrifique, c'est pas un film qui je trouve est fait pour faire peur, c'est un film qui comment dire, j'ai envie, ça va faire un petit peu caricatural, mais qui essaye de faire réfléchir à travers l'horreur, enfin à travers ce format qu'est l'horreur. Et je pense que beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a ce truc-là un petit peu de, notamment sur les jeunes, où on se dit bon c'est un film d'horreur, on va aller voir ça, et en fait t'arrives et Hérétique, je pense que t'es un petit peu déçu parce que bon quand tu cherches à te faire peur, voilà c'est peut-être pas le meilleur film. Personnellement j'ai jamais eu de doute, enfin. Ouais, après, je sais pas, vu ce qui se passe dans le film, ça me contredit un petit peu, ou enfin bref, en tout cas voilà, mais j'étais pas en train de me demander, pour moi la survie des personnages c'était pas un enjeu parce que j'étais très absorbé dans ce que le film essayait de développer comme idée en fait, et donc ce que le film essaye de développer comme idée, il y a cet aspect où donc du coup le film va parler de religion et en fait on pense au début que c'est juste un mec qui est anti-religion et qui va juste essayer de leur faire du mal et de les ridiculiser et tout, ce qui est un petit peu le cas. Bref, mais ça va au-delà de ça, je trouve qu'il y a une vraie réflexion et cette manière de les brosser dans le sens du poil au début pour ensuite mieux les attaquer derrière, voilà. Et je trouve que c'est une figure, et le fait d'avoir pris Hugh Grant, c'est très intelligent, qui est assez mystérieuse, assez mystique. Et je trouve que, honnêtement, moi, ce genre de film, je suis très friand. Enfin voilà, ce genre de film qui essaie de développer un propos qui est pas philosophique, mais où il y a de la réflexion et tout. Et c'est un film qui ose des trucs, mais je ne pensais jamais voir ça. Il y a une scène où le personnage de Hugh Grant fait, alors, vous voyez ce jeu, on le connaît tous, c'est le Monopoly. Ensuite, il nous sort un autre jeu dont j'ai oublié le nom, honte à moi. Mais en gros, il nous explique que c'est un jeu qui existait avant. C'est le même principe, voilà. Ça existait avant, sauf que bon, voilà, ça n'a pas pris et la personne qui a inventé ça c'est un petit peu tombé dans l'oubli et s'est fait voler son idée par le Monopoly. Voilà. Et ensuite, il y a eu la version entre guillemets actualisée, la version plus moderne où il y a des différences. C'est le Monopoly Banking. Et ensuite, il y a eu une version, un espèce de produit dérivé et tout machin, un petit peu obscur, où il y a que quelques adeptes qui ont acheté cette version-là, quoi. Et le mec explique que, alors, du coup, l'original, c'était l'idée de base, mais donc du coup, les gens se sont un petit peu détournés et sont partis vers le Monopoly classique, c'est le judaïsme, qui donc du coup s'est fait reprendre l'idée et qui a donné le Monopoly par le christianisme, et le Monopoly Banking, du coup, c'est dans sa métaphore, c'est l'islam. Et genre vraiment, cette scène-là, tu fais... Oh, waouh, mais en fait, c'est ça qui est fou, mais c'est que c'est un film qui est quand même drôle, et genre vraiment, mais juste oser ça, mais je me suis dit, mais à quel moment t'as cette idée-là? Et oui, et donc du coup, il fait, et votre idéologie mormone, là, c'est le petit produit dérivé de merde, là, que personne n'a acheté, ou vous êtes 100 à l'avoir acheté, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et je me dis, mais qui a l'idée de mettre ça dans un film? Enfin bref, c'est une scène qui est incroyable. Il y a des scènes qui n'ont absolument aucun sens, où à un moment, il remarque que une des deux personnages a un implant dans le bras, et donc du coup... le gars lui ouvre le bras pour sortir l'implant et il fouille dans son bras, il fait oh putain merde non ça c'est une veine et il la remet dedans, mais enfin c'était tellement débile, tellement bête, mais j'ai éclaté de rire et j'étais le seul, enfin bref les personnes, on était 4 à aller voir le film, on était les seuls à rigoler sur cette blague alors que c'est super drôle et je ne comprends pas pourquoi les gens rigolaient pas, et c'est un film je trouve qui en fait dans sa volonté de vouloir questionner et tout, tourne pas en ridicule, mais en tout cas crée des situations qui sont vraiment drôles malgré elles, et enfin même pas malgré elles, et qui sont juste vraiment drôles de base quoi, et bon certaines malgré elles, mais beaucoup qui sont drôles de base, et c'est un film qui je trouve est assez... il est provocateur, mais en même temps il y a de la vraie réflexion derrière quoi. Il y a ce truc là où je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le synopsis. Je trouve que c'est vraiment des choses où
on ne sait pas en fait ce que le personnage veut. Donc en fait, les personnages ont beau être très intelligentes, ça ne change rien parce qu'en fait, le mec en face est très mystérieux et on ne sait pas ce qu'il attend. Il y a ce moment où il dit ah oui, mais en fait, vous pouvez pas rentrer. Enfin, sortir par la porte d'entrée parce qu'il y a un minuteur, elle s'ouvrira pas avant demain matin. Par contre, vous pouvez sortir par ces deux portes-là. Il y en a une qui vous conduira dehors et l'autre qui, vous voulez pas y aller, quoi. Voilà, concrètement. Mais c'est un petit peu comme dans la religion, quoi. Enfin, il est paradis à l'enfer. Voilà, là c'est pareil. Et sur une porte, il écrit croire et sur l'autre il écrit ne pas croire. Et il y a un truc où on se dit. Enfin, il essaye de justement remettre en question leur religion, etc. Parce qu'il dit, moi j'ai trouvé la seule vraie religion qui existe. Et donc il y a ce truc-là où du coup les personnages sont mis face à un dilemme constant, mais un dilemme et un cadre moral qui va au-delà d'elle-même en fait, parce que il y a, pour le coup, sans spoil, il y a un des deux personnages qui essaye de prendre le choix entre guillemets où elle se dit c'est ce que le mec attend de moi, et l'autre qui a le plus tendance à se dire ok, le mec attend que dans cette situation on reste cohérente par rapport à notre foi et tout, et dans tous les cas je ne vais pas trahir ma foi et tout machin, et enfin bref, c'est des choses qui sont, je trouve, très très compliquées en tout cas pour les personnages dans ce truc là, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a en fait j'adore tout ce qui est complexe, j'adore toute cette complexité, tout ce truc de ah oui mais il y a ça, et en fait il y a ça, et en fait il y a ça, et il y a plein d'éléments qui se rajoutent, et moi j'adore ça me passionne en fait ce truc là, et donc effectivement bref, ça me passionne énormément, et donc du coup il y a pour moi une tension naturelle qui se crée, parce que du coup je suis vraiment avec les personnages en mode ok, mais en fait si je fais ça il va se passer ça, mais enfin après il va se passer ça, et en fait il y a ce truc de calculer, et c'est pour ça que j'aime trop ce genre de film, et c'est pour ça que le film même s'il a des longueurs aussi, m'a happé et m'a eu, parce que pour moi il y a vraiment toute cette réflexion là et tout que à titre personnel j'aime beaucoup, et voilà, donc il y avait cet aspect là qui était extrêmement intéressant, et voilà, c'est un film qui je trouve n'est pas provocateur pour être provocateur, c'est un film qui a un vrai propos, qui a un propos encore une fois qui aurait pu, je trouve, être abordé avec plus de subtilité. Effectivement, on se doute que y a ce, et je trouve que alors oui, c'est dommage, je trouve, parce que la scène d'ouverture, ce qui est pas vraiment spoil, c'est la scène d'ouverture qui dit mais en fait concrètement oui, parce qu'il y a une pub pour des préservatifs XXL, elle dit mais XXL en vrai c'est, enfin je veux dire c'est le marketing en soi, ça change rien, enfin je veux dire ça rentre dans n'importe quel préservatif et tout machin, voilà, c'est juste qu'on a été élevé dans cette idéologie là du truc XXL et tout, et que c'est le marketing qui nous a vendu ce truc là, et elle dit mais en fait c'est comme nous, quoi, je veux dire, si on nous avait appris que l'idéologie mormone elle était mauvaise, on n'aurait pas été élevé là-dedans. Et tu te dis putain, c'est dommage de première scène où il y a rien, il se passe rien, enfin c'est inconsistant. On dit c'est dommage quand même, je trouve, de balancer comme ça le propos de ton film et de le mettre. Enfin, je trouve que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, parce que du coup on sait quoi, et tout ce qui se passe après, le moment où ils vont chez le mec et tout machin, on sait que le gars va remettre en question ça et tout, et voilà, en fait c'est quelque chose qui est déjà assez bien présenté et qui est assez présent dans le film. J'ai pas vu l'intérêt de le mettre dans la scène d'ouverture, quoi, et ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que c'est un petit peu amené en plus comment je fais sur la soupe, quoi, je veux dire ça se base sur un truc de capote XXL, enfin c'est un petit peu con, et ouais, donc c'est dommage, c'est vraiment très dommage là-dessus, et voilà, si personnel, ouais, je trouve ça un petit peu con, mais en tout cas ouais, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, et je trouve qui est nécessaire, hein. C'est pas que pour la religion, hein, mais d'interroger ces rapports de pouvoir, et le fait que c'est tout est dans ce qu'on inculque aux gens, etc. On est peut-être même pas loin de Wicked, hein, pour le coup, sur certains aspects, hein, si je pousse un petit peu loin bien sûr la logique, mais donc oui, enfin c'est ce truc là de dire en fait nous, si on nous a dit que c'était, enfin si on est dans cette idéologie là dans cette église là, parce qu'en fait on a été élevé là-dedans, on nous a dit que c'était bien, voilà, et c'est des gens qui, par exemple en France, je suis désolé, le fait que un parti d'extrême droite fasse des gros scores et arrive premier à certaines élections, c'est lié à ça aussi, voilà, il y a des gens qui n'ont été élevés que là-dedans, il y a des gens toute leur vie on leur a dit voilà, extrême droite, machin, le RN et tout, il y a des gens, c'est comme ça. Si les populations rurales avaient plus tendance à être de gauche, la France serait de gauche aujourd'hui. Enfin, il y aurait des partis de gauche qui seraient, le NFP aurait la majorité absolue à l'Assemblée, quoi, voilà. Mais c'est juste ce truc-là de comment les choses ont été présentées, en fait. Et en fait, c'est très risqué, parce que en fait, on peut tout remettre en question avec le temps.
voilà, même des choses qui sont horribles et tout, si on perd ce truc-là de vraiment mettre à distance, mettre une barrière. Je parle de politique, je pense à la Belgique qui met vraiment cette barrière-là vis-à-vis de l'extrême droite, qui ne les invite pas sur le plateau, etc. et qui maintient le fait que l'extrême droite c'est pas concevable, enfin c'est basé sur quand même de la détestation, sur des trucs qui ne sont même pas légaux, donc ça n'a pas raison d'être. Voilà, et bref, si on ne tient pas cette distance là, il y a des trucs qui peuvent remettre et qui peuvent être remis en question, et je trouve que voilà, c'est très intéressant là de questionner ce rapport de comment on façonne justement la croyance, comment on façonne ce truc là, et je trouve que c'est un film qui le fait bien, et je trouve que le faire on a réfléchi aussi quand on a vu le film sur ouais, mais si ça n'avait pas été un film d'horreur. En vrai, ça aurait été. En vrai, je pense que ça aurait été un film tout à fait différent, mais là, le fait d'avoir ce truc un petit peu à énigme fait que ça tient le spectateur et tout, donc je pense que c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Mais en tout cas, bref, je trouve que la démarche est bien, même si, bon, il y a des scènes où, bref, le film va quand même loin. Mais oui, je trouve que la démarche est très très bien, et voilà, rien que pour le propos, moi, c'est un film qui m'a intéressé, qui pour le coup, m'a pas forcément ennuyé. Et voilà, je le conseille aussi en ça, et puis voilà, c'était un film tout à fait sympathique avec un propos très intéressant, donc je vous conseille de le voir. Allez, c'est la fin de cet épisode. En temps brut d'enregistrement, on est à 1 heure. Je sais que je vais couper des trucs, mais c'est beaucoup. Bref, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. On va se retrouver, nous, dès demain, parce que du coup, demain, au moment où vous écoutez, enfin, où sort cet épisode, commence le PIF, et que je couvrirai. Donc, du coup, demain, il y aura le traditionnel épisode 0 avec l'annonce de la couverture, tout ça. Et donc, voilà, le podcast reviendra dès demain. Puis après, c'est un épisode par jour, sauf un jour, je vous en parlerai. Un épisode par jour pendant une semaine, donc ça va être très 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 intense, et puis après je m'accorderai quand même une petite pause et on reviendra au début de l'année 2025, je pense. Mais voilà, en tout cas il y a bref, ce début de mois de décembre, comme je l'avais annoncé, va être très agité, et donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à parler du podcast autour de vous, et pour ma part je vous dis à demain pour l'épisode 0 du PIF.